c'est un vrai plaisir pour moi de participer à ce panel de discussion sur ce livre qui a un grand mérite, celui d'ouvrir le dialogue sur la question de où est-ce on va maintenant dans le Sahel. Je pense que globalement, c'est la question. Moi, je pense que la partie où je me suis retrouvé, c'est véritablement à la fin du livre où la place des organisations paysannes a été enfin évoquée. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'abord de savoir où on est. Quand on parle du Sahel, on se trouve dans une région qui, dans les années 70, a connu cette grande sécheresse catastrophique dont tout le monde a entendu parler. On se trouve dans cette région où, en 1980, la Banque mondiale a détruit les États, c'est-à-dire qu'elle a réduit les États à leur simple expression par des programmes d'ajustement structurel. Et donc, on se trouve encore dans cette région aujourd'hui où cette même Banque mondiale revient pour nous parler d'agropole, d'autres façons de développement qui, pour nous, ne cadrent en rien avec les réalités, avec les problèmes auxquels nous faisons frontalement face. Nous sommes dans une région aujourd'hui où l'insécurité est en train de se généraliser. Je pense que Réna en a un peu parlé. C'est très difficile aujourd'hui, dans le nord des régions, pour ceux qui connaissent le Sahel, comme Ségou, ou même pas Mopti, au Mali, de se déplacer. Je pense qu'aucun Français n'oserait aller dans cette région aujourd'hui, sinon vous allez vous faire tuer ou devenir otage. Donc, c'est hallucinant. C'est-à-dire, et pourtant, tout ça était prévisible. Tout ça a été prévisible. Depuis les années 80, et depuis les indépendances pratiquement, on a mis en place des systèmes qui ont exclu une majeure partie de la population de cette région d'éducation. La majeure partie des gens qui prennent les armes aujourd'hui n'avaient aucune possibilité d'aller à l'école, d'avoir une bonne formation, de s'intégrer à la société et de devenir des acteurs qui allaient apporter leur contribution. On les a laissés aller dans les écoles coraniques et aujourd'hui, on se retrouve avec l'augmentation de la population, je pense que tout le monde est d'accord, le refus des gouvernements d'élaborer des bonnes politiques, notamment des politiques foncières. Je pense que la question de la terre est capitale dans cette discussion. Il y a eu un refus des États de céder leurs privilèges sur des politiques qui étaient héritées de la colonisation, où on affirme que toutes les terres appartiennent à l'État. Donc les communautés, les villages, les terroirs, les territoires n'avaient aucun droit. Donc toutes les terres, l'État pouvait disposer de toutes les terres. Nos États se sont assis sur des politiques comme ça pendant 50 ans. Alors que la population a triplé, quadruplé, peut-être quintuplé dans certains pays. Au Mali, on était 4 millions en indépendance. Aujourd'hui, on est 17 millions, d'après certains chiffres. Donc, ce qui fait que, globalement, on se trouve face à des situations qui deviennent pratiquement ingérables. Et donc, à côté de cela, nous voyons arriver des nouveaux acteurs, des grandes ONG privées qui viennent conditionner des politiques pour leurs intérêts exclusifs. Quand je pense aux politiques sémencières qui sont aujourd'hui financées directement par des fondations comme Bill Gates, qui viennent donner de l'argent pour que des politiques qui promeuvent en fait, les hybrides, notamment, soient élaborées et mises en œuvre dans nos pays. Donc, dans ces conditions, où est la place des communautés paysannes qui se battent tous les jours contre les aléas climatiques, contre la sécheresse, contre la désertification, contre un environnement qui se dégrade? Donc, je pense que c'est tout ça qui est questionné qui doit être questionné dans ce débat. Aujourd'hui, qui s'intéresse à l'agroécologie dans cette région sahélienne? Moi, je pense que quand on prend la recherche, en tout cas pour ce que je connais, ce sont les chercheurs qui sont au garage. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune possibilité d'être sur des projets d'agriculture classique avec des financements qui peuvent s'intéresser. Sinon, aucun chercheur ne va faire de la recherche par passion sur cette question. Parce que il n'y a pas d'argent dedans, ce n'est pas motivant. Donc, ça veut dire, qui s'en intéresse, ça règle le problème, je pense, les ONG, s'ils le font, ils vont le faire parce qu'effectivement, ça va apporter des financements pour qu'eux aussi ils travaillent. Mais nous, les paysans aujourd'hui, je pense que nous sommes
face à une question de vie ou de mort. Et c'est pourquoi je pense que des dynamiques comme celle décrite par René, dont je vais parler, commencent à se mettre en place et à prendre véritablement une dimension qui, de mon point de vue, peut-être va apporter la solution. Parce qu'on ne peut plus attendre personne. On ne peut plus attendre les gouvernements, on ne peut plus attendre la recherche, on ne peut plus attendre les ONG, on ne peut plus attendre les bailleurs de fonds. Personne, tout le monde a démissionné, personne n'est là. Ou alors, quand les gens sont là, c'est pour faire valoir leur propre agenda, mais pas pour aider réellement à faire avancer les vraies solutions. Les vraies solutions, personne n'en veut. Donc, les populations sont obligées de prendre leurs responsabilités. Et c'est ce que nous, on a fait au niveau de la CNOP. Nous nous sommes posé la question. Depuis les années 80, il n'y a plus de système de conseil agricole financé par l'État, mais pas pour autant que les fonds qui ont été, les dettes que notre gouvernement a pris, soi-disant pour expérimenter d'autres systèmes de conseil agricole, sont plus importants que ceux qu'on aurait. C'est-à-dire, on n'a plus beaucoup plus d'argent pour expérimenter des choses qui n'ont pas marché, qui auraient permis de maintenir un système de conseil agricole permanemment. C'est ça qui est frustrant. C'est-à-dire que les dettes que l'État malien a prises pendant cette période pour expérimenter des choses qui n'ont donné aucun résultat. C'est-à-dire que quand on prend des projets qu'on appelait PASAOP, PAPAM, c'est à coût de centaines de milliards de francs CFA qu'on s'est endetté pour que quelques personnes s'enrichissent. Donc, et face à cela, nous, on s'est dit, on n'aura plus un système, l'État ne va plus revenir. Il n'y aura plus un système de conseil agricole. Les ONG sont là, si ça les arrange, oui, sinon ils font autre chose. Les chercheurs, bon, on ne peut pas compter dessus. Ben, alors, pourquoi ne pas prendre notre destin en main? Parce que la problématique, elle est simple. Hein. Soit on se met dans une logique de dire, nous qui sommes des intellectuels, qui avons fait des études d'agronomie, nous connaissons tout. Le paysan, c'est zéro, il ne comprend rien. Il faut tout lui apprendre, il faut l'aider à faire ça. Donc, si on se met dans cette logique, bon, je pense que ce n'est même pas la peine de parler d'agroécologie. Parce que l'agroécologie, ça n'a pas été inventé par des chercheurs. Elle a été toujours construite sur les savoirs locaux. Je pense partout dans le monde, tout ce dont on parle, les systèmes de milpas au Mexique, les ailes au Sahel, tout ce qu'il y a comme innovation, ce sont des paysans qui l'ont fait. Donc, mais si on ne commence pas par là, comment on peut dialoguer? Pour moi, le débat, il doit commencer par là, pour dire que les vraies solutions ont toujours existé, ont été détenues par les communautés, elles les ont toujours mises en pratique, mais tout le monde les a superbement ignorées. On a mis l'argent dans la chimie, parce que ça fait il y a des ristournes d'argent. Quand vous achetez 10 milliards d'engrais, 100 milliards d'engrais avec Yara, je ne sais pas qui, bon, voilà, c'est différent qu'aller aider les communautés à acheter des charrettes pour aller chercher de la biomasse et de la fumée organique pour venir faire du compost. Donc, on sait comment développer, on sait comment régler les problèmes. Cette jolie photo de la page avec les papayers, on pourrait avoir des jardins comme ça partout. Parce qu'il y a de l'eau dans le Sahel. Ce n'est pas le problème. L'eau existe en partie. Mais d'abord, il faut donner des droits par rapport à la terre aux communautés. Que les gens sachent que quand ils vont investir, quand ils vont aller chercher 40, travailler pour avoir 40 charrettes de matière organique pour 1 hectare, on ne viendra pas leur dire, bon, dégarpissez. Ça, c'est d'abord le préalable. Et je pense qu'il y a un gars qui s'appelle au Burkina, Adama Grand Passage ou un truc comme ça, quelqu'un qui a commencé à faire des trucs, à planter des arbres. Et donc tout le monde allait chez lui, mais simplement il dit, mais pourquoi vous venez voir chez moi? Allez faire comme moi. Ce n'est pas sorcier. On peut c'est-à-dire, les solutions sont là. Chacun n'a qu'à essayer de balayer devant sa porte si on veut véritablement que demain on s'en sorte. Mais si on reste dans cette logique, dans la logique actuelle, où les acteurs sont en train de faire des choses concrètes sur le terrain, mais tout ce qu'ils sont en train de faire est ignoré par les politiques publiques, par les partenaires au développement. Et on vient faire la grande théorie de l'agroécologie au sommet. Moi, je pense que de toute façon, la région est en train d'exploser. Donc, on va vers des catastrophes dont personne ne mesure encore l'ampleur. Qu'est-ce que nous, on a fait? Très simplement. Il y a 10 ans, on a fait un forum mondial sur l'agroécologie au Mali. Sur la souveraineté alimentaire. Et on a construit un village en plein milieu de la campagne où on a reçu 700 paysans du monde entier et des délégués d'ONG. Mais en construisant le village, on s'était donné une idée. On devait transformer ce site en centre de formation. Et
c'est en 2000, c'est 4 ans après, que nous avons démarré notre programme de formation en agroécologie. Et avec une vision très simple, on s'est dit, sans une ambition démesurée, nous choisissons des enfants, des paysans. Ce n'est pas des diplômés des villes qu'on transporte souvent pour aller faire des agropoles ou des villages, nouveaux villages agricoles, mais on prend des enfants des paysans, des jeunes filles et des jeunes garçons, on les amène pour qu'ils réfléchissent sur leur propre situation. À la réalité des politiques agricoles, des politiques alimentaires qui sont en œuvre dans leur pays, qui se mettent à réfléchir sur leur situation. Comprendre s'ils ont une chance ou non d'avoir une vie digne ou même de survivre dans ces conditions. On commence par faire réfléchir les gens. Et c'est cette réflexion qui aboutit justement, progressivement, à dégager une sorte, ce que nous avons appelé la charte de l'agroécologie paysanne. Parce que nous, on parle d'agroécologie paysanne, qui est de dire que nous construisons notre démarche sur les savoirs et les savoir-faire paysans. Et donc aujourd'hui, pour aller vite, puisque je n'ai plus que 3 minutes, et nous avons formé 408 paysans relais formateurs, qui sont des formateurs, et souvent c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont recrutés aujourd'hui souvent par des ONG pour faire de la formation en agroécologie. Donc ça veut dire que c'est possible. Et à la base, nous avons formé plus de 10 000 paysans. Nous avons des fermes-écoles, nous avons des cases agroécologiques où les gens se rencontrent. Nous avons, même aujourd'hui, nous avons pu amener l'ensemble des acteurs qui s'intéressent à cette question au niveau du Mali à créer une plateforme que nous avons lancée, que nous venons de faire avec nos amis, et pour justement montrer que quand nous nous mettons ensemble, on peut encore faire plus, on peut influencer les politiques publiques et on peut progressivement amener les gens à comprendre que toutes les solutions sont entre les mains des communautés. Il suffit juste de ne pas amener des perturbations qui détruisent leur dynamique, mais il s'agit de les laisser travailler. Si on ne met pas les moyens, si on ne les soutient pas, alors laissez-les tranquilles. Je pense que c'est simplement ce message, sur ce message que je voudrais m'arrêter. Peut-être que si on n'a plus de temps, je pourrais développer d'autres aspects. Je vous remercie.